concrètement? Laisser le président terminer ce qu'il a commencé. C'est trop péjoratif, c'est dangereux. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que le jour où Alassane Ouattara meurt, le développement de la Côte d'Ivoire s'arrête là. Le jour où Alassane Dramane Ouattara dit que je ne suis plus candidat, le développement de la Côte d'Ivoire doit s'arrêter là. Et donc celui qui doit venir prendre sa place aura en idée que Alassane Dramane Ouattara a terminé tout ce dont les Ivoiriens avaient besoin. C'est ça en réalité. Laissez-lui terminer ce qu'il a commencé. C'est pas bon. Donc, j'ai vu Zasso Daourou Patrick, l'animal ivoirien qui est en Suisse, le rhinocéros. D'autres l'ont appelé l'hippopotame ivoirien qui est dans le zoo en Suisse. Vous avez constaté avec moi que tout récemment, il était à Abidjan. Et quand il est arrivé à Abidjan, il faisait la propagande, la promotion du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. D'accord? Et de l'autre côté, il y avait ceux qui faisaient la propagande d'Amadou Gons Koulibaly. Et Zasso a été interpellé pour lui dire il ne faut pas venir faire la propagande d'Ahmed Bakayoko. Le candidat ici, c'est Amadou Gon Koulibaly. Et Zasso retourne en Suisse puisque sa mission c'était venir faire la promotion, la propagande pour une candidature d'Ahmed Bakayoko au sein du RHDP. Et on lui a interdit toute propagande relative à la candidature d'Ahmed Bakayoko. Donc Zasso ayant compris que son intérêt n'est pas dans la candidature d'Amadou Gon Koulibaly, Zasso retourne en Suisse. Il est partagé entre, comme Ahmed Bakayoko n'est plus présidentiable au sein du RHDP, il faut alors faire la promotion de Ouattara pour que Ahmed Bakayoko soit toujours ministre d'État et que lui, Zasso, il ait toujours sa place à côté d'Ahmed Bakayoko. Voilà. Donc l'intérêt de l'homme le pousse aujourd'hui à mentir aux Ivoiriens, à dire aux Ivoiriens que c'est le président Ouattara qui doit toujours être là après 2020, que sinon il n'y a plus un Ivoirien capable, intelligent, sage pour diriger la destinée de la Côte d'Ivoire. Et je dis que c'est de l'insulte à l'intelligence de tous les Ivoiriens. C'est de l'insulte à l'intelligence de tous les Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens capables. Il y a des Ivoiriens mûrs. Il y a des Ivoiriens sages. Il y a des Ivoiriens intelligents pour diriger la Côte d'Ivoire après Alassane Dramane Ouattara. C'est ce qui est la vérité. C'est ce qu'on doit se dire. Ce n'est pas Ouattara. Ouattara n'est pas un messie. Avant lui, la Côte d'Ivoire a existé. Et nous devrons nous armer. Nous devrons nous mettre en tête que après Ouattara, il y aura encore, la Côte d'Ivoire existera. Donc Ouattara passera et la Côte d'Ivoire va demeurer. Donc on ne peut pas penser que c'est un homme qui pourra, n'est-ce pas, satisfaire toute une nation à vie. Houphouët-Boigny a fait ce qu'il pouvait faire pour la Côte d'Ivoire. Il est parti un 7 décembre 1993. Henri Konan Bédié a pris les rênes du pouvoir. Un 24 décembre 1999, il a cessé de diriger la Côte d'Ivoire. Le général Robert Gueye en a pris les rênes un jour d'octobre 2000. Il est parti. Laurent Gbagbo également, un 11 avril, il a laissé la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous voulez que le président Ouattara soit toujours là? Oui, tant que le président Ouattara, il faut qu'il termine ce qu'il a commencé. Qu'est-ce qu'il a commencé? C'est Houphouët-Boigny qui a commencé le développement de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Il a commencé quoi il doit terminer avant de partir? Hein? Qu'est-ce que le président Ouattara a terminé, a commencé, et il faut que la Côte d'Ivoire lui donne, n'est-ce pas, toute la chance de terminer ce qu'il a commencé. Il a fait en 10 ans ce qu'il pouvait faire. Il a fait en 10 ans ce qu'il pouvait faire. Donc en 2020, la Constitution ne lui permet plus d'exercer, de briguer même un 3e mandat. C'est ce qui est dans notre Constitution. Maintenant, si vous voulez que le président Ouattara termine ce qu'il a commencé, alors on doit se référer à notre loi fondamentale, à la Constitution de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'en réalité,
C'est ce qui est écrit dans la Constitution. C'est-à-dire quand un président est au pouvoir, est-ce que c'est la Constitution qui dit que quand un président est au pouvoir, il faut lui laisser terminer ce qu'il a commencé? Non. Ce n'est pas dit. L'État, c'est une continuité. Quand toi, tu commences ou tu déposes là, en principe, l'autre, il vient, il commence. C'est pourquoi on dit, dans les États démocratiques, au Ghana, au Sénégal, où il y a des passations de charges, le jour où le président entrant prend les règles, son prédécesseur, il vient, il discute des dossiers qu'il a laissés sur sa table, et l'autre, il prend. C'est la même chose. C'est pourquoi, d'ailleurs, pour emprunter à l'extérieur, on tient compte des aspirations d'un peuple. Parce qu'on se dit, moi, en tant que président aujourd'hui, j'emprunte, mais c'est au nom d'une nation, c'est au nom d'un État que j'emprunte. Donc, si j'emprunte au nom d'un État, je dois faire très attention parce que je suis appelé à quitter la tête de cet État un jour. Donc, il faut en réalité que mon successeur là, il doit avoir un droit de regard sur ce que j'ai fait au moment où j'étais là. Donc, si au moment où j'étais là, j'ai emprunté à mon nom, j'ai emprunté au nom de la Côte d'Ivoire, et ce que j'ai emprunté, je n'ai pas pu redistribuer ça, j'ai pris ça pour moi. Mon successeur, il a le droit de me poursuivre parce que c'est lui qui sera le responsable, le comptable dans 5 autres années devant son peuple. Donc, quand tu gères un État, tu as ce qu'on appelle toutes les ressources, tous les moyens de l'État en ce moment. Et en ce moment, si tu n'as pas bien géré, ton successeur là, il a le droit de te poursuivre. Il a le droit de te rendre un compte. Tu as le droit de lui rendre un compte. C'est pourquoi on appelle la cérémonie de passation des charges. Donc, la cérémonie de passation des charges, c'est entre le successeur et le prédécesseur. Les deux, ils discutent. Bon, voilà, le jour où je prenais les rênes de l'État de Côte d'Ivoire, voilà où on en était. Et aujourd'hui, voilà où on en est. Donc, je te donne le dossier et tu poursuis l'œuvre qu'on a entamée. C'est pourquoi vous allez voir des présidents, ils font des chantiers sur 10 ans. Mais lui, il n'est pas là dans 10 ans. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Le stade de Bimpe sera livré en 2021. Le métro d'Abidjan, je ne sais même pas si c'est tramway, parce que parce que les métros que nous on voit ici, les métros là, c'est comment dire, sous-sol, sous le sol, dans les tunnels et autres. Mais métro d'Abidjan là, ça c'est tramway. Bon, on va emprunter les mots. Par exemple, le métro d'Abidjan sera livré après 2020, donc en 2021. Mais si Ouattara, il travaillait pour lui, si Ouattara savait que l'État n'est pas une continuité, il n'allait pas faire une projection sur après 2020. Parce que, bon, j'admets une chose, une hypothèse banale, et c'est ce qui n'est pas vrai. Si par exemple, le président Ouattara est candidat, il viole la Constitution et il est candidat en 2020, ce qui sera dramatique pour la Côte d'Ivoire, je ne souhaite pas. Mais si il est poussé par des ambitions démesurées qui se présentent en 2020, ce que je dis encore est anticonstitutionnel et qu'il gagne, n'est-ce pas, les élections. Il peut gagner comme il peut perdre. Mais s'il perd, alors qu'il a fait des projections sur 2021, donc c'est de façon consciente que le président Ouattara, il fait des projections sur 2021, 2025, 2030. Sachant très bien que lui, il peut partir avant toutes ces périodes. C'est pourquoi cela donne un sens à la continuité de l'État. Donc on ne peut pas nous blâmer, on ne peut pas nous intoxiquer pour dire oui, laissons le président Ouattara terminer ce qu'il a commencé. Il ne peut jamais terminer ce qu'il a commencé. Parce que si c'était le cas, Houphouët-Boigny n'allait pas laisser le pouvoir, même son cadavre allait gérer la Côte d'Ivoire. Parce qu'on allait dire ce qu'il a commencé, la personne ne doit toucher, hein. Il est mort, voilà, il va s'arranger à terminer ce qu'il a commencé. Donc un État, quand on vient à la tête d'un État, ce n'est pas, pas dans l'esprit de terminer ce que tu as commencé. Ça, c'est même pas un bon président. Un bon président, là, il laisse des chantiers en cours. Un bon président, c'est celui qui a entamé des chantiers et qui ne peut même pas terminer. C'est ça un bon président. Mais si vous dites que le président Ouattara doit terminer ce qu'il a commencé, ça veut dire qu'il n'a rien fait. Ça veut dire que son bilan même est zéro. Donc,
J'ai dit à ceux qui pensent qu'ils sont dans une bonne logique. J'ai dit à ceux qui pensent que c'est le président Ouattara seul qui est le garant, qui peut garantir la stabilité des Ivoiriens, qui peut garantir le développement de la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est insulter l'intelligence de tous les Ivoiriens. Ça veut dire le jour où le président Ouattara n'est plus de ce monde, alors là, la Côte d'Ivoire, chacun va se chercher, tout le monde va laisser la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y aura plus de développement, il n'y aura plus de paix. Ça, c'est pas joli à voir. On ne doit pas souhaiter ça quand on aime un pays. On ne doit pas souhaiter qu'un seul individu fasse l'affaire de ce pays jusqu'à sa mort. Non, il y a des hommes intelligents. Ouattara même l'a dit que lui, au RHDP, il y a des hommes capables de le succéder. Donc, vraiment, quand vous dites ça aussi, vous mettez en cause la qualité, la capacité de tous ceux qui sont encore à côté du président Ouattara. De tous ceux qui ont appris à côté du président Ouattara. Parce que non, en réalité, pour ceux qui sont partis à l'école, quand un professeur, il t'enseigne, son souhait un jour, c'est que tu puisses toi aussi enseigner. Tu puisses toi aussi être capable de donner ce que tu as appris, de rendre ce que tu as appris. Mais le président Ouattara, depuis 1990, un homme comme Amadou Gon est à côté de lui, un homme comme Duncan est dans tous ses gouvernements. Donc, si jusqu'en 2019, vous trouvez incapable tous ces jeunes, toutes ces personnalités auprès du président Ouattara d'assumer les rênes de l'État, mais c'est insensé. Il faut qu'on quitte dans ça. Il faut qu'on soit réaliste. Donc on ne peut pas, parce qu'on t'a interdit de parler de la candidature d'Ahmed Bakayoko, pour être, tu t'assois de façon égoïste pour dire, bon, si Ahmed Bakayoko ne peut plus être candidat, vraiment, moi je vais alors Alassane Dramane Ouattara, parce que je ne vois pas quelqu'un qui peut diriger la Côte d'Ivoire. Alors que hier, tu as oublié que tu nous disais qu'il y a des gens comme Ahmed Bakayoko qui pourraient diriger la Côte d'Ivoire après Ouattara. Mais pourquoi subitement aujourd'hui, tu sautes pour venir dire aux Ivoiriens, ah non, il faut que le président Ouattara continue, il faut qu'il termine ce qu'il a commencé, parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour assumer les fonctions de l'État de Côte d'Ivoire. Moi, je dis c'est faux. Et je mets quiconque au défi. Le président Ouattara ne peut même pas diriger la Côte d'Ivoire mieux que Guillaume Kibafori Soro. Jamais. Soro, là, a géré un État de no man's land, a géré un État de non-droit. Quand je dis ça, Guillaume Soro a géré 60% du territoire ivoirien avec des hommes armés, incontrôlés souvent, des hommes où il n'y avait pas de loi, il n'y avait aucune constitution qui régissait la circulation, l'organisation de l'armée que Guillaume Soro a eu à diriger pendant près de 10 ans. Donc un tel monsieur, qui a été premier ministre de 2 différents présidents pendant 5 ans. Mais attends, est-ce que quelqu'un qui a été premier ministre pendant 5 ans, on peut, si on est honnête, si on est logique, si on est conséquent envers nous-mêmes, quelqu'un qui a été premier ministre d'un président pendant plus de 5 ans, est-ce qu'on peut dire à cet individu qu'il sera incapable, qui n'a pas la qualité, qui n'a pas la sagesse, qui n'a pas la capacité de diriger un pays en tant que président, ce même pays en tant que président de la République? Quelle est donc la différence entre un chef de gouvernement et un président de la République? Il n'y a pas de grande différence. Seulement que c'est 2 institutions distinctes. Sinon, le développement d'un État, c'est le premier ministre qui, n'est-ce pas, a la chance. C'est le premier ministre qui a le portefeuille, la clé des actions du gouvernement. Et Guillaume Soro, il a été pendant plus de 5 ans. Il a été le dernier premier ministre de Laurent Gbagbo. Il a été le premier ministre d'Alassane Dramane Ouattara. Donc un tel monsieur, je pense que si on est honnête, si on est logique, si on est conséquent envers nous-mêmes, on ne peut pas dire que Guillaume Soro n'a pas la carrure pour diriger la Côte d'Ivoire. Nous, ce n'est pas nous qui avons pris les armes et que Guillaume Soro nous contrôlait. Je n'ai pas pris d'armes. Mais ceux qui étaient en armes ont témoigné de la qualité d'homme d'État de Guillaume Soro. Ceux qui ont fait plus de 10 ans en tant que chef rebelle ou bien en tant que rebelle ont témoigné à visage découvert souvent
de la qualité, du sens élevé du devoir de son excellence Guillaume Kigbafori Soro. Et nous lui faisons confiance. Nous lui faisons confiance. Il a été ministre, ministre d'État, premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Mais montrez-moi dans quel pays en Afrique, et même dans le monde, un homme peut avoir une telle chance de se frôler à la gestion de la chose publique, et puis on lui interdit d'être président parce qu'on sent qu'il sera incapable. Guillaume Kigbafori Soro, chef rebelle, mais Laurent Gbagbo lui a dit publiquement qu'il a été son meilleur premier ministre. Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, qui dit que Guillaume Soro a été chef rebelle et autres, oui, mais Guillaume Soro a fait de la gestion d'Alassane Dramane Ouattara dans les débuts de son règne une grande réussite. C'est sous Guillaume Kigbafori Soro que le 3e pont d'Abidjan, là, on a commencé les travaux du 3e pont d'Abidjan. C'est lui, Guillaume Soro, qui a piloté cet ouvrage. Quand on vous parle, oui, quand on dit, il est trop facile de dire aux Ivoiriens, la Côte d'Ivoire atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Et beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas. Quand on dit pays pauvre, comment on déclare un pays pauvre très endetté? Il y a beaucoup de mécanismes. Il y a beaucoup de procédures. Mais je peux vous dire, au risque de me tromper, que le chef d'ouvrage, pour que la Côte d'Ivoire puisse atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE, c'est bel et bien Guillaume Kigbafori Soro. Allez-y demander au ministre Charles Dibi Kofi, qui était à ce moment le ministre de l'économie et des finances de Laurent Gbagbo. Ou du moins aujourd'hui, Dieu merci, Laurent Gbagbo est sorti de la prison. Allez-y lui demander sous quel premier ministre la Côte d'Ivoire a pu atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE. La Côte d'Ivoire avait pour dette extérieure plus de 500 000 milliards. Plus de 500 000 milliards. Et c'est l'homme d'État, Guillaume Kigbafori Soro, qui n'a pas eu un doctorat en sciences économiques, qui n'a pas eu un doctorat en finance, qui n'a pas eu un doctorat en gestion des banques. Mais oui, il a su sortir la Côte d'Ivoire du trou de la dette économique. Ça, c'est du Guillaume Soro. Ça, c'est du bon Guillaume Soro, du vrai. De l'homme d'État Guillaume Soro. Je ne parle pas de Guillaume Soro que vous connaissez. Parce que Guillaume Soro que le RHDP connaît, c'est le chef rebelle. Guillaume Soro que nous, Ivoiriens, nous connaissons, c'est l'homme qui est au-dessus de la mêlée, qui se met au-dessus de la mêlée. C'est l'homme qui ne descend pas dans l'arène, c'est l'homme qui ne descend pas dans la boue. C'est l'homme qui a un esprit ouvert, c'est l'homme qui a le sens élevé du devoir. C'est l'homme qui est outillé, qui est préparé, qui est forgé à la gestion de la chose publique. Ça, c'est du vrai Guillaume Soro. Donc, moi, je sais qu'ici en France, la grande France, la France, le père de la Côte d'Ivoire, la mère de la Côte d'Ivoire, si vous voulez, l'homme qui aujourd'hui préside à la destinée des Français, s'appelle Emmanuel Macron, qui a été seulement ministre de l'économie et des finances en France. Mais Guillaume Soro a été aussi ministre en Côte d'Ivoire, ministre d'État, ministre de la Défense, ministre de la Communication, président de l'Assemblée nationale, premier ministre. Mais ou bien même pour recruter quelqu'un dans une entreprise familiale, on lui demande son CV, son curriculum vitae. Et qu'est-ce qu'un CV? C'est de voir ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as été? Comment tu les as fait? C'est pourquoi vous verrez, dans le CV d'un étudiant, il va mettre Bac C, mention. C'est pourquoi quand vous verrez le CV de quelqu'un, vous verrez, j'ai fait le stage dans telle société. J'ai été tant dans telle société. Voici les mentions que j'ai eues. C'est ça un CV. Mais quand on vous présente le CV de Guillaume Soro, vous fermez les yeux dessus. Montrez-nous les CV d'un homme d'État en Côte d'Ivoire qui est plus lourd que pour Guillaume Soro.
qui est aujourd'hui au RHDP et qui est plus présidentiable que Guillaume Soro. Montrez. C'est de ça qu'il s'agit. Quittons dans l'émotion. Parlons de la Côte d'Ivoire, de la vie des Ivoiriens. Qui aujourd'hui a pris la responsabilité sur lui d'appeler tous les Ivoiriens autour d'une table de dialogue et de réconciliation. C'est Guillaume Kigbafori Soro. Quand on me prend Alassane Ouattara par exemple, qui a un PhD en économie, qui a été Premier ministre et président de la République de Côte d'Ivoire, il n'a jamais été ministre en Côte d'Ivoire. Il a été seulement Premier ministre du Fouet, de 90 à 93, 3 ans. Duncan n'a jamais été 5 années Premier ministre. Le seul homme d'État en Côte d'Ivoire, je dis bien en Côte d'Ivoire, parmi tous les Ivoiriens, qui a été 5 années consécutives Premier ministre, c'est Guillaume Kigbafori Soro. Et on n'est pas Premier ministre quand qui veut, mais qui peut. Guillaume Soro, à 33 ans, ils l'ont nommé Premier ministre. On dit, ah, mais lui, là, il va faire quoi de mieux? Ce n'est pas nous. Gbagbo n'est pas un pro-Soro. Gbagbo a été adversaire de Guillaume Kigbafori Soro. Et n'est pas n'importe quel adversaire. Pas même adversaire politique, mais belligérant. Il y avait une belligérance entre Guillaume Soro et Laurent Gbagbo. Mais malgré cette belligérance, Laurent Gbagbo a reconnu les qualités d'homme d'État de Guillaume Kigbafori Soro pendant que la Côte d'Ivoire était divisée en 2 blocs. Pendant qu'on parlait de guerre, pendant qu'on parlait de rébellion, Laurent Gbagbo, qui était l'adversaire de Soro Guillaume, a dit à un meeting ouvert que Guillaume Soro a été un bon rebelle qui a accepté d'aller à la paix. Et le seul chef rebelle, pour paraphraser mon frère Zouzou de Milan, le seul chef rebelle en Afrique que nous on a connu, qui a accepté de signer un accord qui lui permettait de ne pas se présenter à une élection de sortie de crise, c'est Guillaume Kigbafori Soro. Et il a fait cela dans l'intérêt de tous les Ivoiriens, pour donner une chance à la paix en Côte d'Ivoire. Et depuis lors, il s'est inscrit dans cette même logique de paix, de réconciliation. C'est un sacrifice énorme qu'il a fait. Il aurait dû dire, pendant l'accord politique de Ouagadougou, ah mais oui, c'est moi, j'ai assumé la paternité, la responsabilité de la rébellion. C'est moi aujourd'hui, je suis vilipendé. Donc, si on veut aller à la paix, il faut que nous tous on soit candidats. Mais Guillaume Soro a dit, si ma candidature, si pour ne pas être candidat peut donner une chance à la paix dans mon pays, je suis prêt, je suis exclu des échéances de sortie de crise. Mais pourquoi Gbagbo a été candidat? Alors que c'est Gbagbo et Guillaume Soro qui étaient opposés de façon belligérante, qu'ils étaient des belligérants. Mais pourquoi Soro a accepté de ne pas se présenter alors que un décret pouvait faire de Guillaume Soro candidat, même s'il n'avait pas encore 40 ans. Puisque il y a un article 48 qui a permis à certains hommes politiques en Côte d'Ivoire d'être candidats exceptionnels. Et ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils ont oublié que dans la constitution de la République de Côte d'Ivoire, il y avait un article qu'on appelait l'article 48 qui donnait droit à un président de la République faire d'un individu un candidat exceptionnel. Donc Guillaume Soro là, il pouvait dire que comme il y a ce degré dans la Constitution, faites de moi un candidat exceptionnel pour que moi j'accepte l'accord politique de Ouagadougou. Donc en clair, l'accord politique de Ouagadougou a profité mieux à Alassane Ouattara qu'à Guillaume Soro. Oui, puisque l'objectif d'Alassane Ouattara c'était d'être président de la République, candidat en Côte d'Ivoire. Oui, mais l'accord politique de Ouagadougou lui a donné ce droit. Donc du coup, il a vu réaliser ses rêves. Mais si aujourd'hui on nous dit Guillaume Soro est dans une ambition personnelle, qu'est-ce que vous appelez une ambition personnelle? Quelqu'un peut vouloir être président de la République dans lui seul son intérêt. Même Satan
Il ne peut pas dire que je serai président de la République dans moi seul mon intérêt. Parce que quand on dit intérêt personnel, c'est ça. Quand on dit intérêt personnel, là, c'est ça. Ça veut dire que je grouille, je deviens président de la République et c'est moi seul. L'intérêt me revient à moi seul. C'est ça un intérêt personnel. Donc quand vous nous regardez là, Guillaume Soro qui a été ministre d'État, ministre, président de l'Assemblée nationale, premier ministre, quand vous nous regardez, nous on va lutter pour lui seul son intérêt. Non. On ne s'expose pas pour l'intérêt de Guillaume Soro, mais pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, qu'on sait que Guillaume Soro peut garantir ça. Voilà le sens que nous on donne à notre combat. Voilà le sens que nous on donne à notre lutte. C'est-à-dire en clair, que nous luttons pour que quelqu'un qui peut garantir nous tous notre intérêt soit un jour à la tête de la Côte d'Ivoire. Et pour le moment, pour l'heure, c'est Guillaume Soro nous voyons, après Alassane Draman Ouattara en 2020. Parce que il y a l'amalgame qu'on fait, c'est que nous n'avons jamais dit que le président Ouattara doit quitter le pouvoir avant 2020. Mais nous disons que comme la Constitution ne donne pas droit au président de la République de briguer un troisième mandat consécutif, alors il est légitime que chacun se prépare à vouloir succéder le père. Et nous avons dit que dans ce cas de figure, l'homme le plus capable, parce que il y a beaucoup d'Ivoiriens, parce que si nous-mêmes on dit que c'est Guillaume Soro seul qui est capable d'assumer les règnes du pouvoir d'État en 2020, c'est insulter l'ensemble des Ivoiriens. Mais l'homme ivoirien le plus outillé, le mieux placé aujourd'hui pour succéder au président Ouattara, c'est Guillaume Soro. Donc je veux que les thèmes soient clairs. Nous n'avons jamais dit que Guillaume Soro est le seul Ivoirien qui peut diriger la Côte d'Ivoire après Ouattara. Mais nous avons dit que Guillaume Soro est le seul, le plus mieux des Ivoiriens qui peut diriger l'État de Côte d'Ivoire après le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara en octobre 2020. Et quand nous disons ça, c'est avec des éléments. Quand nous disons ça, c'est avec des arguments qu'on le dit. C'est se baser sur les CV des uns et des autres. Parce que dans toute chose, il y a un critère de recrutement. À la limite, dans toute chose, il y a un critère de recrutement. Je prends l'exemple simple. Deux étudiants se présentent dans une société. Ils ont le même profil. C'est-à-dire, ils ont fait CPR même jour. Ils ont eu bac même jour. Ils ont eu les mêmes mentions. Ils sont allés au campus. Ils ont fait la même formation. Ils sont sortis même jour. Et ils veulent postuler pour le même poste à la même heure dans la même société. Par exemple. Alors, mais il faut prendre, c'est un poste à deux. Un poste à pouvoir, donc deux personnes veulent un poste. Alors qu'ils ont le même profil. Ça peut exister. Mais il faut forcément prendre une personne. Donc ce jour-là, le directeur des ressources humaines n'a pas autre choix que de sélectionner un étudiant. Mais comment il peut sélectionner? Donc, ce sont des différents critères. On a regardé le CV de l'un de l'autre. Ils ont le même CV, ils ont le même parcours, ils ont le même diplôme, ils ont les mêmes mentions. Mais on vient maintenant peut-être dans la vie active. On dit, ben écoutez, tu es marié? Oui, je suis marié. Tu es marié? Oui, je suis marié. Donc, les deux étudiants sont encore mariés. Tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants. Tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants. Ils ont tous des enfants. Tu as combien d'enfants? J'ai un. Tu as combien d'enfants? J'ai un. Tu as combien de femmes? J'ai une femme. Tu as combien de femmes? J'ai une femme. Donc, les critères continuent encore d'être similaires et ben, on va toujours. Ils ont le même âge. J'ai dit ça. Mais, on peut peut-être engager ce qu'on va appeler un test. Ce qu'on va appeler un test. Mais en Côte d'Ivoire, là, si nous nous basons sur les critères selon lesquels Guillaume Soro a le même profil qu'un homme d'État au RHDP, le seul test, c'est d'aller aux élections présidentielles de 2020 de façon transparente, de façon équitable, juste et bien surveillée. Donc c'est le seul moyen pour qu'en Côte d'Ivoire, on puisse savoir en 2020 avec quel homme d'État le peuple a un peu de confiance. Parce que pour être président d'une république, ce n'est pas une relation entre le peuple et un parti politique.
C'est ce qui trompe les Ivoiriens. Donc, du coup, aujourd'hui, au RHDP, on dit le RHDP est la plus grande force politique. C'est ce qui trompe les Ivoiriens. En réalité, dans le fond, dans la forme, c'est possible que le RHDP soit la plus grande force politique. Parce qu'ils ont assez de cadres, ils ont les moyens de l'État. Mais est-ce que l'Ivoirien se reconnaît plus à un homme ou bien à un parti politique? C'est là la question. C'est là la question majeure. Mais moi, je pense que, connaissant le niveau de mes concitoyens, connaissant la manière de mes concitoyens de vouloir aborder les sujets politiques, surtout les sujets électoraux, je me dis clairement que quand je prends le RHDP, parce que pour être candidat en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un parti politique qu'on présente, c'est un homme qui se présente. C'est la tête d'un individu. Mais cet individu-là, quelle est la relation de confiance qui le lie à un peuple qui veut aller le voter dans les urnes? C'est là la vraie question. Et c'est cette question-là qui doit amener, n'est-ce pas, nos parents au RHDP à raison garder. Et c'est cette question que nos parents du RHDP doivent toujours se poser. Mais est-ce que dans notre démocratie actuelle, les hommes, le peuple se reconnaissent à un homme ou bien à un parti politique? C'est là la question. Voyez? Et moi, la réponse à cette question, elle est simple. Pour nous, Ivoiriens, sinon Africains en général, c'est que quand on dit Amadou Gon va se présenter sous la bannière du RHDP contre Guillaume Soro, qui peut même se présenter en indépendant. Ces deux hommes, certes, Amadou Gon est issu du RHDP. Guillaume Soro est seul, c'est-à-dire qu'il n'a pas de parti politique, mais est-ce que le peuple n'a pas plus confiance à la manière de gérer un État en Guillaume Soro qu'à Amadou Gon? Quand on arrive à résoudre cette équation déjà, quand on arrive à répondre objectivement à cette question, je pense que tout de suite, on sait quel choix opérer en 2020. Donc vous qui me regardez, chers Ivoiriens, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le RHDP a plus de cadres. Ils ont tous les moyens de l'État. Du coup, et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'ils ont plus de cadres. Sinon, nous savons, aujourd'hui, les cadres qui sont de façon, qui sont engagés auprès au RHDP avec leurs propres convictions, on les connaît, on les connaît.